Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Quelle est cette série d'incendies dont on parle ? Eh bien, elle est longue. Centre commercial, ministère, parking, entrepôt, station-service. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Moscou, en ce moment, connaît peu de jours sans flamme. Voici le dernier en date. Il est d'ailleurs toujours en cours. Le feu a pris ce matin dans ce parking souterrain dans la banlieue sud. Des centaines de voitures en feu, du carburant qui se répand dans tous les souterrains. Cette fumée noire aussi est très épaisse qui s'échappe du sol. Et pour le moment, les autorités ne donnent aucun bilan, aucune explication sur l'origine du feu. Cet incendie reste un mystère, comme les autres d'ailleurs. Hier, regardez celui-ci, l'incendie de cette grosse station-service de 1000 mètres carrés. Nous sommes cette fois dans la banlieue nord, à 5 km du centre-ville. Image impressionnante là aussi. Les flammes et cet énorme panache de fumée noire étaient visibles depuis toute la capitale. Des voitures qui brûlent dans le parking, des gens autour. Et vous allez voir également ces hélicoptères bombardiers d'eau qui ont zébré le ciel de la ville. Je vous le disais, eh bien, là encore, pour le moment, aucun bilan, aucune explication. Ça fait beaucoup, direz-vous. Eh bien, ce n'est pas tout. Toujours hier, troisième incendie, cet énorme centre commercial, 60 000 mètres carrés de commerce, tout près du centre-ville. Il a brûlé jusqu'à hier soir. Et cette fois encore, aucun bilan, aucune explication. Et il y a 4 jours, Justine, c'était cette fois un bâtiment officiel qui brûlait, un bâtiment du pouvoir qui était en flammes. Oui, vendredi dernier, c'est carrément le ministère russe des Affaires étrangères qui était en flammes, en plein cœur de Moscou. Évacuation générale du personnel. On voit également ces pompiers qui s'activent. Cette fois, les médias russes se risquent à une hypothèse. Ils évoquent une armoire électrique qui aurait pris feu dans le bâtiment. On ne sait pas, là non plus, s'il y a eu des victimes. Bref, 4 incendies en 5 jours en plein cœur de la capitale ou dans sa périphérie immédiate. Et il y a une chose qui nous interpelle, nous avons trouvé très peu de vidéos, alors qu'on peut imaginer que si ce genre d'incendie avait lieu à Paris, il y aurait eu beaucoup de partages, par exemple, sur les réseaux sociaux. 2 explications possibles, soit les autorités surveillent ces réseaux sociaux justement pour éviter la diffusion de vidéos d'incendie, soit les habitants n'en parlent pas pour éviter d'être poursuivis. La presse russe également en parle très peu, c'est quasiment un blackout et aucun point n'est jamais fait sur d'éventuelles enquêtes. Bref, tout le monde se pose la question sans jamais la formuler. Ces incendies sont-ils vraiment le fait du hasard ? Et est-ce qu'on peut parler d'une accélération ces derniers jours ou ces dernières semaines ? Oui, au point qu'un site d'information russe indépendant, Mediazone, s'est mis à les recenser. Et sur cette carte que vous allez voir, ce sont tous les incendies uniquement de lieux de pouvoir depuis le début de la guerre. Bâtiments ministériels en grande partie, bureaux d'enregistrement de l'armée, commissariats. En bleu, avant l'annonce de la mobilisation générale le 21 septembre, et en orange, après, il y en a environ 80. Et de plus en plus souvent, le ministère de la Défense russe parle d'actes de terrorisme. D'ailleurs, l'arsenal législatif a été durci. 10 ans de prison désormais pour les incendiaires. En tout cas, ces incendies ne sont pas revendiqués, vous allez nous le confirmer, mais il y a une déclaration que vous allez entendre qui est assez saisissante. Effectivement, ces incendies ne sont jamais revendiqués. Il y a 2 pistes, celle d'opposants au régime, par exemple la Légion Liberté pour la Russie, dont on vous a récemment parlé. C'est un groupe d'opposants russes qui ont choisi la lutte armée. Et puis la deuxième piste, c'est la piste ukrainienne, celle d'agents infiltrés ou de sympathisants. Et effectivement, ce qui est troublant, ce sont les déclarations d'Oleksiy Danilov, c'est le secrétaire national du Conseil de sécurité et de défense ukrainien. Il évoque, vous allez le voir, sans détour, ces actions incendiaires, sans toutefois les revendiquer. Écoutez-le. Чекайте, воно буде полихати, воно буде взриватися, воно буде вам горіти, і будете тільки кожного дня будете читати в новинах, що у вас буде відбуватися. Ми не залишимо вас в спокої до того часу, поки ви нас не залишите в спокої. Де є, і те, що у них там відбувається на Росії, повірте, воно буде тільки збільшуватися з кожним тижнем. І ті події, які там відбуваються, я не можу сказати, що хто до цього причетний, але повірте, воно буде палати і горіти до того часу, поки не згорить вся там Москва, яка обов'язково станеться за наші з вами дні. Bon, il est très explicite, hein. Il est très explicite, il est très précis, il ne revendique pas, comme vous dites. Merci, Justine. Ça fait beaucoup d'indices. Ces évocations de terrorisme, ces déclarations de Danilov. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, Isabelle ? Alors c'est vrai que, première chose,
la plupart des lieux qui sont visés par les incendies sont, à part les supermarchés, les centres commerciaux, et je crois qu'il y en a eu 100 qui ont été incendiés depuis le début de la guerre, sont liés d'une manière ou d'une autre au pouvoir russe. Donc c'était quand même assez louche, on a envie de dire qu'il y a baleine sous gravillon. Une fois qu'on a dit ça, on rappelle quand même que un grand nombre de bâtiments sont extrêmement vétustes en Russie, que depuis le début de la guerre, les règles de sécurité ne sont plus toujours respectées, qu'il y a une augmentation de l'alcoolisme, qu'on fume dans les buildings, que les gardiens qui gardaient les buildings, en général, ont été mobilisés et sont partis à la guerre, qu'il y a toujours eu, et très souvent, des arnaques à l'assurance, que les entreprises qui ont été délaissées par les marques occidentales sont aujourd'hui vacantes, et il est de notoriété publique qu'il y a des espèces de magouilles pour s'approprier à bas prix les locaux des entreprises occidentales. Donc il y a sans doute un mélange des deux, parce qu'en même temps, quand on entend le conseiller ukrainien, c'est quasiment une revendication. Quasiment et c'est une vrai, revendication. Et c'est vrai que les incendies sont... Voilà, c'est normal. Bon, les Ukrainiens ne peuvent pas frapper directement la Russie. D'une part parce que les États-Unis qui leur livrent les armes leur ont interdit de le faire avec leurs armes, et d'autre part parce qu'ils n'ont pas pour ambition de coloniser la Russie et de faire tomber Moscou, mais simplement de pousser les forces russes en dehors de leur territoire. Mais le fait de lancer des attaques de drones contre la Crimée, comme ils l'ont fait, de lancer des attaques de drones contre certains sites en Russie, ou effectivement de multiplier des incendies en Russie, ça permet d'une part de fragiliser le pouvoir, de créer une insécurité et donc une inquiétude, et aussi ça permet de sensibiliser les Russes en leur disant: vous croyez échapper à la guerre, mais la guerre est chez vous, vous serez obligés d'ouvrir les yeux un jour, parce que sinon ces incendies vont faire brûler Moscou. Ouvrez les yeux, vous êtes en guerre et il faut réagir, parce que qui ne dit mot consent. C'est ça, ce serait ça le bout de poursuivi. D'un point de vue militaire, est-ce qu'on parle là d'opérations très compliquées, très délicates, c'est-à-dire de s'appuyer sur un certain nombre de sympathisants ukrainiens ou pro-ukrainiens, ou d'envoyer des forces spéciales sous couverture pour craquer une allumette ici ou mettre un peu d'essence là? C'est pas très compliqué pour deux raisons. La première, et je reprends ce que vient de dire Isabelle, frapper au cœur la Russie pour la mettre dans l'insécurité et dire qu'elle est dans l'insécurité, c'est une stratégie ukrainienne, parce que, on l'entend même sur les plateaux, les Ukrainiens disent: mais la population russe ne bouge pas. Donc il faut qu'elle sente que la guerre est là. Donc ça fait partie de la stratégie. Ça n'est pas très compliqué, parce que aller faire mettre le feu à un dépôt d'essence, c'est quand même le b.a.-ba, j'allais dire. Et le deuxième point, c'est que la Russie est désorganisée. Moi, je dînais avec des gens qui revenaient de Moscou avant-hier. Ils me disaient, c'est quand même très vide, hein. Les villes, il y a beaucoup moins de monde. Et donc, les gardiens d'immeubles, les gardiens à droite à gauche, il y a beaucoup moins de monde pour assurer cette sécurité. Donc, les deux effets, c'est pas très compliqué, mais c'est encore moins compliqué quand il n'y a pas beaucoup de monde pour s'occuper de ces infrastructures. Et donc, c'est assez facile de le faire, et ça rejoint l'effet stratégique, mettre l'insécurité au cœur de la Russie. Quelles sont les personnes, pardonnez-moi d'être un peu indiscret, quelles sont les personnes qui reviennent de Moscou et avec qui vous avez pu parler? Qui sont un couple franco-russe qui est allé à Moscou, qui était au mois de novembre. Des citoyens ordinaires? Oui, enfin, qui allaient travailler au Daghestan, en fait, et qui passaient par Moscou, et ont passé quelques jours à Moscou, et ont vu ce qui se passait à Moscou. Un peu le bureau des légendes, peut-être? Non, pas non. non, Je ne vais pas vous mettre dans l'embarras. Pas du tout. Emmanuel Vincent, votre conviction d'abord. Est-ce qu'au fond de vous qui connaissez bien ces conflits, qui connaissez bien ces terrains, vous avez la conviction qu'il peut s'agir d'une suite de coïncidences, de maladresses, oui, alors les faisceaux, d'imprudence? Les faisceaux sont quand même un peu convergents, surtout quand le secrétaire national du Conseil de sécurité, pour la première fois, entend dire que c'est une action revendiquée, ce qui n'avait pas été le cas avec les frappes en profondeur, les 500 ou 600 km de drones de fabrication ukrainienne qui avaient pu frapper sur le territoire russe. Donc c'est quand même un aveu d'une stratégie, en tout cas d'une affirmation d'une stratégie qui, in fine, n'a jamais cessé de fonctionner, que ce soit en Crimée. Qui s'accélère sur Moscou. Alors, ce qui est important, c'est l'effet que ça va avoir. L'effet que ça va avoir, c'est évidemment de sidérer la population russe,
qui voient, de facto, contrairement à ce que les médias disent, que la situation fait que la ville n'est pas gérée comme elle l'était gérée auparavant. Je fais le parallèle avec les images qu'on avait décrites ici même, avec un exercice de protection de Moscou organisé par le FSO, le service qui est chargé de la protection des bâtiments. Il n'était pas question, évidemment, d'un coup d'État. Mais le simple fait que les Russes voient ces blindés dans la ville a pu donner l'impression que la situation n'est pas aussi normale que cela. Donc ça, c'est un élément important. Après, les services de renseignement russes... Donc pour vous, retenons l'hypothèse d'Anilov, c'est-à-dire oui, ce n'est pas dû au hasard, oui, il y a des opérations, que ce soit des sympathisants sur place, des agents envoyés, oui, ça a un effet. Oui, ça n'est pas anodin. D'autant que les patriotes en question, les patriotes russes, sont forcément dans une convergence d'agenda avec les patriotes ukrainiens, disons-le comme ça. Et vous, Vincent, votre conviction d'abord? Ma conviction, c'est que en prenant en considération tous les critères énoncés par Isabelle, l'incurie, les coups tordus mafieux, la désertion des gardiens pour raison de mobilisation, c'est effectivement assez troublant. Et ce qui est surtout troublant, c'était la carte qui a été commentée par Justine, où l'on voit l'intensification du phénomène après le 21 septembre. On avait dit que cette mobilisation dite partielle avait fait entrer la guerre dans chaque foyer. Eh bien, d'une certaine manière, ces incendies la rendent brûlante, cette réalité. Bon. Deuxième observation, côté ukrainien, très intéressant, l'opacité calculée de la déclaration. Vous savez, on pourrait simplement adapter la fameuse formule de Cocteau, même si ces mystères nous échappent, feignons d'en être les organisateurs. On fait flotter une suspicion, donc une fragilisation côté russe. Et puis un dernier point, qui est un peu un clin d'œil historique. Figurez-vous qu'au milieu du XVIe siècle, c'est en 1547 exactement, l'année du sacre de Ivan le Terrible, Moscou a été quasiment détruite par un gigantesque incendie. Et alors, symboliquement, ce qui est intéressant, c'est que l'incendie à question part d'un monastère, balaye le Kremlin, fait exploser une poudrerie, des réserves de poudre, donc de munitions, et aboutit à une rébellion sanglante contre la famille maternelle du tsar. Alors, je ne veux pas en faire une sorte de prophétie à rebours, mais il y a quand même quelque chose autour de la symbolique de la capitale en flammes qui est très fort, et qui est très fort depuis Néron. Même si la légende selon laquelle il déclamait des vers en jouant de la harpe pendant que Rome brûlait est sans doute apocryphe, il n'en demeure pas moins que l'idée que l'on puisse porter le fer et le feu au cœur, même si c'est un centre commercial, même si c'est un parking souterrain, ça ne peut pas être anodin symboliquement. Donc, et pour vous, vous avez aussi le sentiment que ça peut avoir un impact sur l'opinion russe, sur l'opinion à Moscou, sur l'opinion dans la capitale. Un impact qu'il ne faut pas surestimer, et je pense que parier sur le fait que ce processus pourrait fragiliser de manière irréversible l'assise du pouvoir de Poutine, oui, on n'en est pas là, très hasardeux. Voilà, c'est tout. Oui. Un impact, oui, impact limité à ce stade. Peut-être impact sur le soutien qui est apporté à cette guerre. Vous vouliez rajouter quelque chose, Emmanuel? La différence entre les incendies qui touchent des centres commerciaux, des stations-service et les lieux de pouvoir. Votre carte mentionne les lieux de pouvoir. En fait, ce dont il est question, ce n'est pas tellement des lieux de pouvoir, mais des lieux qui symbolisent l'opération militaire. Puisque c'était des centres de recrutement. Des centres de recrutement, des centres logistiques et des voies de chemin de fer. Donc ça, c'est beaucoup plus convergent dans l'idée que les Ukrainiens profitent du fait qu'une partie de la population russe n'est pas contre la guerre, mais elle est contre le fait qu'on lui demande de participer à cette guerre. Donc ça peut avoir un impact, parce que effectivement, votre carte montre bien que l'ensemble du pays est touché. Maintenant, je vois davantage une déclaration ukrainienne pertinente par rapport à l'incendie qui a eu lieu au ministère des Affaires étrangères, et peut-être moins les autres. Oui, moi je vais prendre un peu le contre-pied. De toucher ce qui touche la population russe a beaucoup plus d'impact sur la population russe. Je veux dire, le ministère, bon, on regarde, d'accord, il y a le ministère, je comprends, pour les Ukrainiens c'est important, mais pour la population russe, les gens qui font leurs courses dans ce magasin qui a brûlé, ils vont le savoir automatiquement. Et donc vous voyez, l'information va se diffuser beaucoup plus vite et radicalement pour la population, parce que ça va toucher les stations-service, les magasins, etc., dans lesquels la population va. Donc je pense que le double effet est nécessaire. Toucher les institutions, parce que effectivement, le ministère des Affaires étrangères, etc., mais aussi toucher ceux qui touchent directement la population russe, parce que je rappelle ce qu'on disait il n'y a pas longtemps,
c'est qu'à Moscou, finalement, rien ne change. Il y a la guerre, mais tout le monde s'en fout et continue à aller sur les terrasses de café. Alors là, il y a de la neige, il n'y a plus de terrasses de café, mais moi, je reprends, pas mes agents que vous soupçonnez de ceux qui étaient C'était là-bas. une question. Non, mais il me C'était une question. disait, c'est tout bête, on allait dans un restaurant où d'habitude c'était archi bondé, il fallait réserver à l'avance là. Là, il y avait 2 tables, terminé. Il n'y avait pas grand monde. Donc on sent l'effet directement sur la population russe, maintenant dans ces grandes villes. Le poids de cette guerre.